15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour une émission spéciale jusqu'à 16h30 en ce 11e jour de guerre en Israël. Mes invités aujourd'hui, Anna Assouline, réalisatrice et activiste, coprésidente et fondatrice du mouvement Les Guerrières de la Paix et également à l'origine d'un forum mondial des femmes pour la paix. Simon Moz pour sa pétition contre Al Jazeera. En seconde partie d'émission, témoignages et initiatives lancées en France et en Israël. Alexandra pour parler de la cagnotte Standing Hand Our People qui a levé un demi-million d'euros pour venir en aide aux soldats et aux familles en Israël. Keren également en direct d'Israël qui est la vice-présidente de l'association Matana Lachaim, et puis mon chroniqueur Alban Bartoli pour la partie culture mais aussi témoignage, vous le verrez, qui parlera des actions de nos artistes en Israël, suivi du coup de cœur aujourd'hui Sandra Zemmour, le tout sous couvert de notre thérapeute Nathalie Daudrieux pour commenter et analyser cette actualité. Vous l'avez compris, une émission culturelle et d'information en direct aujourd'hui sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Anna Assouline. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Je le disais il y a un instant, vous êtes coprésidente et fondatrice du mouvement Les Guerrières de la Paix, de la 2e édition du Forum mondial des femmes pour la paix. On va commencer par le début si vous voulez bien. Vous avez créé ce mouvement Les Guerrières de la Paix il y a 2 ans maintenant. D'abord, dans quel contexte et en quoi il consiste ? Alors, on a créé ce mouvement des guerrières de la paix, oui, en effet, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, dans un moment où le conflit israélo-palestinien était particulièrement enflammé et où les répercussions qu'il y avait en France, comme c'est le cas actuellement, dans une manière encore plus démesurée depuis samedi, on était très nombreuses à nous sentir très mal, je crois, comme on se sent depuis quelques jours, à avoir une boule dans le ventre, à se sentir seule, à être inquiet. Et puis, c'était effectivement la déferlante sur les réseaux sociaux, les posts de soutien à la Palestine, de soutien à Israël, ce sentiment de devoir être assigné à être dans un camp. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on était nombreuses, des femmes musulmanes, juives, principalement à nous sentir un peu orphelines d'une voix qui nous représenterait dans ce contexte. Et on a décidé d'abord d'écrire une tribune ensemble, puis de constituer un mouvement pour faire entendre une autre voix. Alors il y a plusieurs choses. Il y avait évidemment le fait de porter les voix du terrain là-bas en Israël et en Cisjordanie des militants israéliens et palestiniens qui luttent pour la paix. Mais aussi de faire en sorte de porter une autre voix dans notre société en France pour faire en sorte qu'il soit possible d'avoir un débat apaisé, tolérant et nuancé sur toutes ces questions. C'est une association féministe, mais surtout pacifiste. On va expliquer ce qui s'est passé pour vous ces derniers jours. Vous êtes rentrée d'Israël dans la nuit du 6 au 7 octobre à Paris. Vous étiez remplie d'espoir. La guerre a éclaté dans la nuit, enfin plutôt le 7 au petit matin. Les pushs ont démarré dans la nuit sur les téléphones vers 5-6 heures. Après une longue marche et manifestation pour prôner la paix, c'est au moment où vous êtes rentrée. Parlez-nous de cette action, d'abord là-bas, et dans quel état d'esprit finalement vous vous êtes retrouvés en arrivant à l'aéroport ? Oui, bien sûr. Alors justement, dans la continuité de nos actions en France et à l'international, on a décidé de nous rendre sur place pendant une semaine avec une délégation internationale de femmes. Donc parmi nous, il y avait des femmes iraniennes, ukrainiennes, sénégalaises, marocaines, russes, ouïghours, enfin bref, des femmes aussi françaises de différents quartiers, d'Aubervilliers, de Sarcelles, des femmes musulmanes, des femmes juives. Et donc on a décidé pendant une semaine d'aller sur le terrain là-bas. On a sillonné Israël, la Cisjordanie, on est allé à Haïfa, à Jérusalem, mais aussi à Ramallah, Rouara, Tel Aviv, etc. Et on s'est rendu d'ailleurs dans les kibboutz du sud d'Israël, à la frontière de Gaza, et on était dans les kibboutz qui ont été attaqués samedi matin, encore la semaine qui suivait. Il se trouve qu'une des femmes qu'on a rencontrées sur place, une militante de Women Wage Peace, Viviane Silver, qui nous a toutes beaucoup marquées d'ailleurs par sa douceur, par son espoir, par sa bienveillance et par son engagement, fait aujourd'hui partie des
des otages du Hamas à Gaza. Et donc voilà, donc la volonté, c'était aussi d'emmener toutes ces femmes qui, depuis des années, entendent parler de ce conflit, qui parfois ont une vision un peu lointaine de la réalité des choses, parfois moins, on n'avait pas toutes le même niveau de connaissance, mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment d'aller se confronter à la réalité du terrain, d'essayer ensemble de comprendre aussi la complexité, et d'aller surtout soutenir des acteurs de paix qui sont là-bas, de les rencontrer, d'écouter leurs histoires et leurs combats, et principalement de participer à cette magnifique marche qui a eu lieu mercredi dernier. Enfin, pas mercredi dernier, maintenant le mercredi d'avant. Le 4 octobre. Le 4 octobre exactement, donc cette marche qui a été organisée conjointement par les femmes palestiniennes de Women of the Sun et les femmes israéliennes de Women Wage Peace. Et donc on était à leur côté à ce moment-là avec des femmes du monde entier. Aujourd'hui, ça nous paraît presque il y a un siècle au regard de tous les événements qui se sont produits depuis. En même temps, on est encore très habité par tout ce qu'on a vécu là-bas. Donc voilà, c'est un petit peu là, je vous fais un petit peu l'historique de ces derniers jours. Effectivement, on rentre avec énormément d'émotions, énormément de choses à la fois belles, à la fois éprouvantes, parce que chacune de nous, ça nous a bouleversé ce voyage. On n'a pas toutes le même rapport à ce conflit, pas toutes le même affect, pas toutes les mêmes narratifs aussi par rapport à ce conflit. Donc on est rentré avec tout ça en se disant qu'on allait déjà avoir besoin de quelques jours pour digérer tout ce qu'on avait vécu. Et là, le lendemain, les images atroces des attaques terroristes du Hamas, voilà, les femmes restées sur place, dont on n'a pas tout de suite des nouvelles, l'inquiétude, on apprend très vite que Vivian Silver fait partie des otages, enfin voilà. Et puis la suite des événements depuis jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vais vous poser bien évidemment plein de questions, mais la première qui me vient en tête, vous parlez de Vivian Silver. J'aimerais qu'on parle d'elle. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où elle vient, qui elle était, qu'est-ce qu'elle prenait, où elle habitait? Ça m'intéresse d'avoir bien évidemment une vision sur elle. Bien sûr, Vivian Silver, c'est une femme de 74 ans qui était membre de Women Wage Peace, mais qui faisait aussi partie d'autres associations, notamment une association qui s'occupait d'aller récupérer à la frontière de Gaza des personnes qui auraient besoin de se faire soigner dans des hôpitaux en Israël. C'est une femme qui a milité toute sa vie pour la paix et pour la justice, qui habitait donc au kibbutz Be'eri et qui a été donc enlevée au kibbutz Be'eri samedi matin. C'est une femme qui nous a particulièrement marqué aussi parce que malgré son âge, elle avait 74 ans, malgré sans doute de nombreuses désillusions liées à ce conflit qui s'enlise maintenant depuis des années et pour lequel on a du mal à voir parfois un horizon de paix. Elle avait cette espèce de foi intacte et d'espoir et d'optimisme aussi qui nous a particulièrement touchés, qui nous a particulièrement touchés aussi parce que souvent, et encore plus depuis une semaine, on entend que voilà, il y aurait finalement une forme de pragmatisme politique qui serait très désespérant, qui s'opposerait à toutes les visions de paix qui seraient de l'ordre de l'utopie ou de la déconnexion. Alors que nous, ce qui nous a frappé en allant sur le terrain, c'est que c'est précisément des gens qui sont au plus près des réalités concrètes de ce conflit, qui sont aussi au plus près des conséquences directes de ce conflit, puisqu'on a aussi rencontré des familles endeuillées, des gens qui ont perdu des proches dans ce conflit, des gens qui ont toutes les raisons du monde, non seulement de désespérer, mais de pas réellement avoir envie de faire la paix ou d'être dans une démarche de dialogue, etc. Et c'est précisément ces gens-là qui nous ont expliqué qu'aujourd'hui la seule voie pragmatique possible et la seule issue possible pour ces deux peuples, c'était justement la paix. Et c'est ce que nous a dit. Enfin, là, il y a eu énormément d'articles, de tribunes qui sont sortis depuis une semaine, et je pense notamment aux mots d'Avishai Cohen, qui est un ancien réserviste de Tzahal, qui a écrit qu'en fait, même l'armée la plus puissante du monde ne pouvait pas défendre Israël aussi bien que la paix pourrait le faire. Et c'est un petit peu ça, si vous voulez, qu'on a pu entendre de la part aussi bien des militants israéliens que des militants palestiniens. Anna Assouline, depuis votre retour il y a 11 jours, j'ai envie de vous demander bien évidemment qu'est-ce qu'il reste de vos espoirs de paix. J'imagine que vous avez parlé entre vous avec ces femmes avec qui vous avez marché devant le mur à Jérusalem, devant le statut de la tolérance ou encore sur les rives de la mer Morte. Vous avez dit dans la presse, plus que jamais, leur solidarité, leur vision de la situation nous oblige. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on a vu, encore une fois, mais comme c'est le cas finalement, j'ai l'impression, en tout cas pour ma génération, depuis toujours, beaucoup d'indignité suite à ce qui a commencé à se produire avec les pogroms antisémites perpétrés par le Hamas samedi dernier. Là, depuis quelques jours, la situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Il y a énormément de civils qui meurent aussi. Et il y a autour de ça beaucoup d'indignité, c'est-à-dire beaucoup de silence, beaucoup de gens qui ne sont pas capables de nommer les choses correctement, de gens qui ne sont pas capables de dire les choses et de regarder des réalités pour ce qu'elles sont, sans les relativiser, sans être dans le confusionnisme, etc. Et c'est vrai que particulièrement quand on revient de là-bas, qu'on a été avec des gens qui vivent au cœur de ce conflit et qui sont capables de nous donner une si grande leçon d'humanité, de résilience, de sagesse, et de dignité et de courage surtout. J'avoue que on trouve encore plus insupportable et étouffant les réactions politiques, les joutes verbales sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ceux qui ne savent pas utiliser des termes clairs, ceux qui ne savent pas être dans le deuil, être capable d'empathie. Voilà, c'est vrai que ça a été encore plus difficile, je crois, de le recevoir et de le digérer ces derniers jours. Certains disent que la paix est repoussée de 20, 30 ans. Quel regard vous avez sur ça ? Écoutez, moi, ce qui me permet de rester debout et de continuer d'agir, c'est l'espoir. C'est le moteur qu'on a toutes avec les guerrières de la paix et on ne peut pas se permettre justement le désespoir. Parmi nous, d'ailleurs, il n'y a pas que des femmes qui ont un lien avec le conflit israélo-palestinien. Il y a des femmes iraniennes qui vivent aussi une réalité très difficile en Iran actuellement. Il y a des femmes ukrainiennes qui ont leur pays qui subit une invasion et des attaques de la Russie. On a des femmes ouïghours qui ont de la famille, qui sont dans des camps en Chine. Donc, on n'a pas vraiment le droit de désespérer. Et pour en revenir à la réalité concrète du conflit israélo-palestinien, évidemment qu'on est envahi par des grands moments de tristesse et de désarroi. Je ne serais pas honnête si je vous le disais pas aujourd'hui. En revanche, ce qu'on a vécu est-ce que ça fragilise leur militantisme pour la paix ? Non, nous, ce qu'on a vu, c'est que non. D'ailleurs, toutes les organisations dont je vous parle aujourd'hui sont des organisations qui, depuis, ont aussi sorti des communiqués, ont fait des déclarations et qui continuent plus que jamais, j'ai envie de vous dire d'ailleurs, d'affirmer que la paix est la seule voie possible et que précisément le statu quo, si on peut l'appeler comme ça, ou en tout cas la manière dont le conflit s'enlise depuis des années, ce qu'il s'est passé depuis quelques jours est aussi la preuve qu'il va être nécessaire et indispensable de réfléchir à comment sortir de cette situation. Et on ne sortira pas de cette situation en s'imaginant que ce soit pour les Palestiniens ou pour les Israéliens, en s'imaginant qu'un des peuples va disparaître. Donc il est nécessaire maintenant et absolument indispensable de réfléchir à trouver un moyen de vivre sur cette terre et de trouver des solutions. Donc je pense que à la fois, évidemment, ça a créé beaucoup de désespoir, beaucoup de colère et que ça va mettre beaucoup de temps à reconstruire derrière cela. Et en même temps, c'est aussi un aveu d'échec des politiques qui ont été menées de part et d'autre depuis des années. Un aveu d'échec pour tous les dirigeants, pour la communauté internationale aussi, qui n'a pas su jouer son rôle et qui doit aujourd'hui prendre ses responsabilités. Pour beaucoup d'acteurs, je crois que ce qui est en train de se passer doit aussi susciter un sursaut et un éveil en faveur de la paix et de la justice. Est-ce que vous comprenez quand même, pour parler de concret, évidemment, je suis obligée de vous poser cette question, Anna Assouline, est-ce que vous comprenez quand même l'envie de riposte d'Israël ? Est-ce que vous trouvez que c'est la bonne manière ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? La riposte actuelle, vous parlez qui a lieu, évidemment, je ne peux pas. Alors moi, je ne suis absolument pas légitime de commenter les décisions d'une armée qui a été attaquée et qui doit effectivement riposter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays au monde qui est attaqué et qui ne riposte pas. En revanche, il faudra qu'on le voie. Il y a aujourd'hui de nombreuses organisations internationales qui en parlent et je pense que il y a une question dans la mesure de la riposte. Je ne sais pas si effectivement tout a été mis en œuvre. Encore une fois, je suis vraiment pas légitime pour répondre sur cette question parce que je n'ai pas les éléments. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliers de civils qui meurent à Gaza.
des enfants, des familles, etc., que ces gens-là ne sont pas tous des soutiens ou des terroristes du Hamas, que ce peuple-là est pris en otage et a été effectivement condamné en premier lieu par le Hamas qui a commis ces actes terroristes samedi, mais qu'on doit absolument continuer de garder à l'esprit, que ce soit nous qui commentons ce qui se passe d'ici ou que ce soit pour Israël et son armée, une réelle obligation d'humanité, y compris face à des actes atroces comme ceux qui ont été commis samedi par le Hamas. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, moi, vous commenter la mesure de la force employée, etc. Je n'ai pas tous les éléments pour le faire. Cela dit, il y a eu de trop nombreux morts civils à Gaza. Je pense que Israël doit faire tout ce qui est en son possible pour protéger les civils qui sont à Gaza, que l'aide humanitaire aussi doit pouvoir faire son travail pour évacuer les civils. Et donc voilà ce que je peux vous répondre à cette question syrienne. Dans votre position, ce qui vous concerne en tout cas, c'est le pouvoir des femmes. Selon une étude réalisée par l'ONU Femmes sur les 31 processus de paix ayant eu lieu entre 92 et 2011, elles ne représentaient que 4% des signataires comme des médiateurs en chef et 9% des négociateurs. L'ONU dit également, quand les femmes sont autour de la table, la paix vient plus rapidement et est plus durable. Est-ce que vous pensez que ça peut passer par là, même si cela peut sembler utopique ? Évidemment, moi, j'en suis plus que convaincue que la paix peut et devra passer par là. C'est précisément ce qu'on défend avec les guerrières de la paix, et c'est aussi ce qu'on voit. Ça c'est pas seulement une idée, c'est-à-dire que ce qui, à l'échelle de la société civile, est porté par exemple par ces femmes palestiniennes et israéliennes courageuses qui réussissent justement à créer des ponts par-delà les murs qui séparent leurs deux peuples. Enfin, il y a des femmes qui n'avaient jamais rencontré de leur vie une femme palestinienne, et pareil pour des femmes palestiniennes qui pensaient que tous les Israéliens étaient l'ennemi, etc. Ce qu'elles ont réussi à faire et la manière dont elles ont réussi à casser les barrières à l'échelle de la société civile, c'est déjà pour moi le premier énorme pas qui doit être fait dans ce conflit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les décisions politiques qui seraient prises dans les hautes sphères de pouvoir, et puis la paix entre guillemets du terrain, du bas. Selon moi, tant que les gens, il n'y aura pas de paix politique possible tant que les gens continueront de se haïr, tant que les gens ne mettront pas un visage sur l'autre, tant qu'ils penseront que l'autre n'est qu'un fantasme désincarné, un ennemi qu'il faut éliminer, etc. Donc le travail que font ces femmes, qui est déjà de mettre un nom et un visage sur l'autre, de comprendre que les mères, qu'elles soient palestiniennes ou israéliennes, vivent exactement la même souffrance et la même douleur lorsqu'elles perdent un enfant, qu'elles ont exactement les mêmes préoccupations pour l'avenir et la sécurité de leurs enfants et pour leur épanouissement. Elles sont parties de là. Ça nous paraît peut-être assez basique quand on en parle aujourd'hui au regard de tous les enjeux politiques, géopolitiques qu'il y a dans cette région. Mais en fait, c'est là l'essentiel. C'est de comprendre ça qui est, selon moi, la base de l'humanité. Et ces femmes-là, c'est à partir de là qu'elles ont réussi à bâtir ce que depuis des années, de très nombreux mouvements pour la paix avaient du mal à faire, en mobilisant vraiment massivement dans la société civile, et pas que dans des noyaux de bulles de militants de la gauche traditionnelle, etc., mais aussi dans des femmes qui viennent des moshav, des kibboutz, de certains, même des femmes qui vivent dans des colonies font partie de Women Wage Peace aujourd'hui. Donc il y a aujourd'hui, je pense que évidemment ça doit et ça partira des femmes, et que par ailleurs il y a la résolution 1325 de l'ONU dont vous avez parlé, n'est-ce pas, qui prouve que quand les femmes sont autour des tables de négociation, non seulement la paix arrive plus rapidement, mais qu'en plus elle est plus durable, parce qu'elle se pose justement sur des choses beaucoup plus concrètes, qui sont beaucoup plus ancrées dans le réel et dans le quotidien de la vie des gens. C'est aussi ça la force des femmes, c'est de ne pas être dans les discours, dans les incantations, dans les projets politiques qui seraient un petit peu, mais elles sont vraiment dans le concret de la vie, du quotidien, des enjeux quotidiens, et elles ont aussi ce rapport de responsabilité et de volonté de préserver la vie qui, selon nous, est plus fort que tout.
Merci beaucoup Anna Assouline d'avoir été avec nous en direct de là où vous êtes. J'aurais voulu vous avoir en studio pour parler encore avec vous encore et encore. Je dis quand même que vous avez filmé aussi ces marcheuses pour la paix avec des milliers de mères palestiniennes, israéliennes et d'autres origines également qui scandaient à l'unisson assez. Il y a un petit bout de leur histoire dans votre documentaire Les guerrières de la paix, diffusé notamment sur Public Sénat. Je recommande de le regarder avec tous ces parcours en commun ou différents. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J aujourd'hui pour parler de paix. Merci mille fois. Merci. Bon après-midi. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Restez avec nous sur Radio J, on continue cette émission dans un instant après la pause. On aura beaucoup de personnes pour nous parler notamment des initiatives qui se sont mises en place en France et en Israël pour aider les soldats. On parlera également avec d'autres invités. Et puis mon chroniqueur Alban Bartoli sous couvert de Nathalie Daudrieux sur cette antenne sur Radio J. Un petit bout de la Tikva parce que ça fait du bien au cœur et du bien à l'âme. Et puis ce sera le rappel des titres sur Radio J. נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. L'armée israélienne affirme que 2 missiles anti-chars ont été tirés depuis le Liban sur la frontière près du kibboutz Iftar. Plusieurs autres postes militaires le long de la frontière ont été attaqués par des hommes armés selon Tsahal. Aucun soldat n'a été blessé. La localité de Metula, qui est également sous les tirs de missiles anti-chars, a été déclarée zone militaire fermée par l'armée israélienne. Le Hamas a diffusé hier soir la vidéo d'une otage franco-israélienne de 21 ans. Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a tenu à souligner que cette vidéo ne mettrait pas la guerre en pause et que l'armée s'attendait à recevoir d'autres clips de ce genre. Le groupe terroriste détient toujours plus de 200 prisonniers. Le chancelier allemand Olaf Scholz appelle à éviter une escalade au Moyen-Orient. Il met en garde le Hezbollah et l'Iran contre toute intervention dans le conflit entre Israël et le Hamas. À Bruxelles, l'auteur d'un attentat qui a fait 2 morts hier soir a succombé à ses blessures après son arrestation ce matin. 21 Français morts et 11 portés disparus en Israël, c'est le dernier bilan du Quai d'Orsay qui vient de tomber. Dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron se rendra dans l'État hébreu dans les prochains jours pour réaffirmer son soutien au pays en pleine guerre. Le président américain Joe Biden sera de son côté demain à Tel Aviv pour échanger avec le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, alors qu'il prévoit d'envoyer 2000 de ses soldats dans le pays. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission spéciale 11 jours de guerre en Israël. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J.
Itzik Moshel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510 €. 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. Le magazine S par Sophie Davant. Bonjour, c'est Sophie. Pour fêter ces 2 ans, mon magazine S fait peau neuve pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies. Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien. Le magazine S par Sophie Davant chez votre marchand de journaux. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 pour une émission spéciale Israël. Dans un instant, initiative en France et en Israël. Mais d'abord, on rejoint Simon Moss en direct de l'Inde. Bonjour Simon. Bonjour Cyrielle. Vous faites partie de la jeunesse informée. Vous aviez publié une vidéo il y a 2 ans, période de guerre en Israël, et vous êtes à l'origine du média In-Média Plus, qui vise souvent à informer sur le conflit israélo-palestinien. Tout d'abord, votre réaction après les attaques en Israël et l'actuelle riposte sur Gaza. Bon, je pense que je ne vous surprendrai pas en vous disant que ces images qui nous sont parvenues d'Israël sont absolument terrifiantes. Pour ma part, je pense que le fléau qui s'est abattu sur Israël le 7 octobre, parce qu'il s'agit bien d'un fléau, c'est peu ou prou identique aux commandos expéditionnaires des Einsatzgruppen allemands pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'en allaient dans les territoires en Pologne, en Ukraine, derrière les lignes militaires et qui massacraient selon toutes les modalités possibles et imaginables des Juifs. Là, on a vu que le Hamas s'est livré à un certain nombre de modalités absolument cruelles. Voilà. Moi, je pense que comme beaucoup de Juifs en France et partout dans le monde, la semaine qui vient de se dérouler, et c'est encore le cas, c'est plusieurs émotions. C'est évidemment de la terreur, c'est de la tristesse infinie, c'est de la colère, c'est de l'exaspération, c'est beaucoup d'émotions. Et je pense que de même manière qu'une armée doit avoir une stratégie, nous, ceux qui sont impuissants, parce qu'on est impuissant malheureusement quand on est à l'étranger, et même pour beaucoup d'Israéliens à l'intérieur du pays, ça change pas grand-chose. Quand on est impuissant, il faut savoir en fait avoir une stratégie aussi pour canaliser ces émotions-là. Parce que sinon on se perd dans la remarque dans les remarques abjectes de la France insoumise, on se perd dans les images insoutenables qui nous parviennent tous les jours, on se perd dans les équivalences qui sont faites sur les réseaux sociaux et à la télé. Donc, je me suis imposé, et j'invite ceux qui m'écoutent à le faire aussi, de canaliser et de structurer ces émotions-là en 3 temps. Et ces 3 temps correspondent aux priorités auxquelles doivent répondre, auxquelles on doit s'astreindre pour soutenir Israël. La première, évidemment, c'est le soutien financier et matériel, qui a été d'ailleurs incroyablement, qui a été d'une ampleur exceptionnelle. Dont on parlera dans un instant. Ouais. Et deuxième priorité, c'est le soutien moral. Et c'est très important, ça, c'est le soutien moral de Tsahal, d'Israël et des Juifs du monde. C'est pour ça que après avoir appelé sur mon compte à faire des dons, j'ai fait une vidéo justement pour galvaniser, pour donner de l'espoir. Et en ça, il y a un très bon compte Instagram qui s'appelle Chauffard aussi, et qui s'applique justement à ne diffuser que des messages positifs, parce qu'en temps de guerre, on a énormément de choses à dire, mais la priorité absolue, c'est d'avoir un moral résilient, un moral d'espoir et un moral de force. Et la troisième priorité, enfin, et qui n'est pas des moindres, c'est à notre niveau d'occuper au maximum l'espace politico-médiatique pour défendre notre ligne. Et attention, parce que je dis l'espace politico-médiatique,
parce qu'il est structurellement en la défaveur d'Israël, que ce soit par idéologie, quand on connaît la nature politique des médias, mais aussi par le nombre. Quand on voit la puissance de frappe sur les réseaux sociaux du nombre de Français issus de l'immigration arabo-musulmane, on est complètement submergé et numériquement pas du tout en position de force. Mais tout en ayant dit ça, je veux dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions et que le soutien relatif des premières heures qu'on a connu et qui d'ailleurs pour beaucoup de juifs nous a surpris de la part des non-juifs, cette parenthèse de compassion se referme aussitôt qu'Israël se défend. Simon Moss, cela fait quelque temps maintenant que vous avez trouvé des responsables de l'islamisme, des chaînes d'information, Al Jazeera et le média d'information AJ+. Vous aviez d'ailleurs déjà tiré la sonnette d'alarme sur le sujet sur cette antenne. Nous étions ensemble à ce moment-là et vous avez décidé de lancer hier une pétition contre l'interdiction d'Al Jazeera. Oui, j'ai décidé de lancer cette pétition que je vous invite d'ailleurs tous à aller signer. Il suffit de vous rendre sur le compte Instagram de in-media+, et c'est un lien qui apparaît dans ce qu'on appelle la biographie, la page principale. Pourquoi cette pétition ? Pour ceux qui m'ont déjà écouté sur cette antenne, je suis un ardent défenseur de la liberté d'expression, une liberté d'expression complètement débridée, bien plus que celle qui nous est offerte. Qui nous est offerte en France. Néanmoins, le seul mais que je mets à la liberté d'expression, ça n'est pas ni l'offense, ni la haine, ni le sentiment d'être blessé par un propos. C'est simplement que on ne peut pas utiliser nos privilèges, notre liberté d'expression en Occident, en France, comme une arme que l'on retourne contre nous par des régimes qui, eux, refusent cette même liberté d'expression chez eux. Et le Qatar, qui est et c'est documenté et c'est assumé le soutien principal de l'organisation terroriste du Hamas, a depuis maintenant 20 ans et un peu plus cette chaîne, cet empire médiatique qui s'appelle Al Jazeera et qui récemment s'est décliné dans un format un peu plus jeune, plus cool, plus proche de ce qu'on connaît en France comme Combini, comme Brut, sous la forme de ce qui s'appelle AJ+. Et en gros, ce sont derrière une apparence professionnelle et connectée et progressiste, des messages qui relèvent de la propagande des frères musulmans, qui sont structurellement obsessionnels à l'encontre d'Israël en France. Ce sont aussi des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos qui cultivent la haine de la France, de l'Occident, des Juifs, d'Israël, et que ça, on l'accepte pourquoi ? C'est-à-dire que quel pays au monde offre sur un plateau d'argent une liberté d'expression à des régimes autoritaires, voire totalitaires, qui l'utilisent comme un cheval de Troie contre nous ? Il y a, là j'ai vu sur AG+, j'ai regardé leur page, leur première réaction a été de qualifier de fake news l'information selon laquelle des bébés israéliens s'étaient fait égorger par le Hamas. D'accord ? C'est une question de souveraineté nationale déjà en France. C'est une question aussi de réaliser que en face de nous, nous n'avons pas les mêmes acteurs, que nous n'avons pas les mêmes valeurs, qu'il y a une opposition et il n'y a pas d'incompréhension comme certains aiment à le dire. Et cette pétition, je l'ai faite vraiment parce que je pense que de même manière qu'on a interdit RT France, Sputnik, qui étaient des chaînes, des médias d'État russes et qui cultivaient la propagande russe sur nos territoires, alors que la liberté d'expression en Russie n'existe pas, eh bien de même manière, et je dirais même encore plus urgemment, étant donné que le nationalisme russe en France est quand même une menace bien moins importante que l'islamisme, que la haine de la France, que la haine des Juifs, et que c'est pour ça que je pense qu'il est temps, une fois pour toutes, que la France et les pays occidentaux se réveillent face à cette menace et d'arrêter d'accepter tous les jours les chevaux de Troie qui nous sont tendus, par
des régimes autoritaires. Merci beaucoup Simon Moss. Pour signer cette pétition, on va sur votre page Instagram in-media plus et on vous soutient avec ce hashtag #AjazirOut. Merci beaucoup Simon Moss d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci à vous. Pour ce qui est des moyens dont nous avons parlé, que nous avons évoqués comme premier point qu'on essaiera bien sûr de développer dans un instant avec Nathalie Daudrieux, on a grandement besoin en Israël d'argent, de soutien et avec nous par téléphone Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Vous êtes sioniste engagée, vous travaillez dans la high-tech et vous avez fait votre aliyah en 2012. Vous aviez lancé une cagnotte pour aider, c'était il y a quelques années au moment de plusieurs événements, Standing Behind Our Soldier. Vous aviez déjà levé des fonds parce que vous m'avez dit ne pas pouvoir ne rien faire et aujourd'hui vous venez de créer une nouvelle cagnotte et une page Instagram. Je vais vous laisser citer le nom de cette page Insta. En quoi consiste cette nouvelle initiative et combien vous avez récolté ? Alors en fait, c'est une initiative qui s'appelle Standing Behind Our People, donc supporter notre peuple, en fait, être derrière notre peuple, et qui consiste en une cagnotte en ligne à travers laquelle les gens peuvent donner. Et l'idée, c'est que en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on répond à tous les besoins des gens qui sont affectés pendant cette guerre. Donc les soldats, les citoyens israéliens, donc les familles du Sud qui sont déplacées, les familles endeuillées. On aimerait récolter un maximum d'argent pour répondre à leurs besoins, donc soit à leurs besoins en équipement pour les soldats, soit à leurs besoins en appartement, en logement pour les familles, leurs besoins en produits de première nécessité. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à faire. Et donc, on est un groupe de volontaires qui avons mis en place donc un site internet et derrière une infrastructure aussi pour gérer toutes les requêtes qu'on reçoit au jour le jour, que ce soit directement d'unités de soldats qui sont sur le front, ou de personnes qui s'occupent de toutes ces familles qui ont été relogées, et on parle de plus de 75 000 familles qui sont relogées vers Netanya, vers Tel Aviv, vers Eilat, vers Jérusalem, et donc on essaye de répondre à leurs besoins. 75 000 familles, vous dites ? Ah oui, il y en a énormément, vous ne pouvez même pas vous rendre compte, c'est des familles qui sont arrivées sans rien. Elles ont, donc pour les bébés, il y a besoin de couches, de lait, de matelas à langer, de vêtements, il y a besoin de produits hygiéniques pour les femmes, il y a besoin de caleçons, de chaussettes. Enfin, il y a vraiment, il y a énormément de dons qui sont mis en place. Il y a beaucoup de gens aussi, beaucoup de gens très 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 généreux. En Israël, vraiment tout le monde est impliqué. Donc il y a beaucoup de gens qui vont donner, mais parfois on ne sait pas exactement de quoi ils ont besoin. Donc les dons que les gens font personnellement ne répondent pas tout le temps à certains besoins. Donc nous, on s'assure, on est en contact avec les personnes qui supervisent ces familles pour avoir des listes mises à jour de commandes à faire. Donc là, on fait partir, par exemple, tout à l'heure, une commande à plus de 100 000 shekels du Super Farm où on a une liste détaillée de tous les produits à acheter. Voilà, donc on fait ça à la fois avec ces familles et à la fois avec les soldats sur le front. Pour ce que l'on sait déjà, vous avez récolté un demi-million d'euros et toutes les actions sont recensées sur Instagram et j'imagine bientôt sur votre site, comme 2000 t-shirts dry fit et polaires, 24 paires de chaussures de randonnée, des gilets pare-balles, 22, 1000 batteries au lithium. Est-ce qu'on doit encore vous donner? Est-ce qu'il y a encore besoin d'argent? Est-ce que cette cagnotte est encore ouverte et pour combien de temps? Alors, il y a un besoin énorme. Là, les sites que vous avez cités, je pense que c'est les chiffres juste sur une journée parce que les gilets pare-balles, on en est déjà à 400, les chaussettes, on en est à plusieurs milliers. Il y a un besoin constant parce qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont été et qui vont être impactés dans cette guerre. C'est une guerre qui ne va pas durer 2 jours, c'est une guerre qui va durer longtemps. Donc, on va avoir besoin, au cours des semaines qui suivent, d'être réapprovisionné. Aujourd'hui, sur les 544 000 euros qu'on a levés, il y a 150 000 euros, un peu plus, 170 000 euros qu'on a levés par l'intermédiaire de la cagnotte. Et le reste, ce sont des donateurs privés qui nous financent. Donc, comment ça se passe? On a une requête, on reçoit un devis d'un fournisseur, on cherche un donateur privé, le donateur paye en direct le fournisseur et ensuite, on trouve un volontaire pour aller livrer ce qu'on a acheté, soit aux soldats, soit aux familles. Donc, on a 2 manières de récolter de l'argent. Où est-ce qu'on vous donne? Comment on vous donne? Alors, nous avons l'initiative qui s'appelle Standing Behind Our People. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a également créé un site qui s'appelle tousavecisraël.com pour que ce soit plus facile à vos auditeurs de retrouver le lien de la cagnotte. Et donc, vous pouvez donner en ligne, en euros, en dollars ou en shekels pour les gens qui habitent en Israël. Merci beaucoup Alexandra et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone aujourd'hui. Tout de suite, on rejoint en Israël maintenant Keren de Matana Lachaim par téléphone. Bonjour Keren.
Bonjour Cyrielle. Vous êtes vice-présidente de l'association Matana Lachaim, qui veut dire un cadeau pour la vie. Vous avez 2 antennes, une menée par vous en Israël et puis une autre menée par Bruno Hakoun, que j'embrasse au passage pour Paris. Vous êtes donc le pendant en Israël. En quoi consiste d'abord cette association en temps normal ? Oui, tout à fait. Alors en fait, l'association Matana Lachaim a été créée en 2017 par des Olim français. C'est le pendant effectivement de l'association Un cadeau pour la vie en France. Et c'est une association qui œuvre pour le bien-être des enfants hospitalisés en Israël. Vous avez dû vous adapter à une situation en Israël avec des priorités, des demandes de vos donateurs qui vous donnent de manière générale. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que cela a permis ? Écoutez, en fait, c'est très très simple. 24 heures après les attaques que nous avons subies, on a eu énormément de demandes de nos donateurs qui nous font confiance depuis des années pour savoir comment ils pouvaient aider depuis la France. Donc, il nous semblait évident qu'il fallait qu'on mette toutes les ressources de l'association, qu'on puisse nous aussi participer à l'effort de guerre en mettant toutes les ressources de l'association au service de notre pays. Donc, on a ouvert on a ouvert une cagnotte qui est dont les bénéfices l'intégralité des bénéfices sont reversés aux soldats et aux familles victimes de l'atrocité. Et d'autre part, nous avons mis en place des équipes de bénévoles qui font le relais entre les donations et les actions sur le terrain. À la différence de Alexandra que j'ai eu précédemment, vous êtes actif toute l'année, vous vous occupez des enfants dans les hôpitaux. J'imagine que là, avec la situation des enfants dans les hôpitaux, il doit y en avoir davantage avec les attaques. Est-ce que vous avez un retour de ces enfants en ce moment ? Est-ce que vous pouvez les quantifier ? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas de retour direct. Alors, nous sommes toute l'année en relation avec les hôpitaux du centre d'Israël, Schneider, Ichilov, beaucoup d'autres. Alors aujourd'hui, l'urgence de la situation, c'est la sécurité du pays, évidemment. Donc aujourd'hui, nous, notre priorité, ce sont les soldats et les familles victimes de la barbarie, mais nous n'avons pas encore reçu de demande directe des hôpitaux. Néanmoins, on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été admis. Et qu'il va y avoir beaucoup de victimes, aussi bien physiques que psychologiques, à réconforter. Donc, dans les prochaines semaines, dès que la situation sera un peu plus claire, que ce sera un peu plus stable, on pourra retourner dans les hôpitaux et continuer notre engagement auprès des enfants hospitalisés. Keren, vous avez forcément besoin d'argent sur le long terme. Oui. Pour le faire, on va sur matanalachaim.org. Il y a aussi votre Facebook et Instagram où je recommande les gens de venir dessus parce que c'est plus sécurisé. Matana Lachaim. Ça va être long. On a besoin d'aide sur toute la course. On a besoin des Français, mais de la communauté internationale qui aura envie de donner. Mais ma question, c'est est-ce que éventuellement vous avez besoin de mains en Israël et est-ce que peut-être par le biais de cette émission, vous pouvez faire une demande ? Évidemment, alors évidemment, on a toujours besoin d'aide. On a besoin de bénévoles, de volontaires qui sont prêts sur le terrain à aller récupérer toutes les demandes, toutes les listes d'achats qu'on doit faire, les récupérer, les emballer, les empaqueter, les envoyer dans les centres de collecte du Chabad avec qui on travaille main dans la main pour envoyer directement sur le front. On aura évidemment besoin de bénévoles pour nos actions dans les hôpitaux quand il sera le temps de le faire. On a toujours besoin de bénévoles. Donc avec grand plaisir, on les recevra et on espère qu'ils participeront avec nous aux actions. Merci beaucoup Keren de l'association Matana Lachaim. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct d'Israël sur Radio J. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Alban Bartoli. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Et aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale, donc forcément on s'adapte à la situation. Bonjour Alban. Bonjour Cyrielle, bonjour Nathalie. À la vue du contexte actuel, vous vous doutez bien que ma chronique va être un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, j'ai voulu m'intéresser à deux artistes israéliens très populaires qui ont tous les deux témoigné leur soutien aux victimes des attentats. L'un s'appelle Omer Adam et l'autre Asaf Avidan. On va commencer avec Omer Adam pour ceux et celles qui ne le connaissent pas ou peu. Omer Adam est un chanteur israélien de 29 ans, connu notamment pour son énorme tube Tel Aviv qui fait danser le monde entier depuis déjà plusieurs années, ou encore le titre Rak Rotsa Lirkod. On écoute. Depuis le début des attaques, on remarque le soutien sans faille du chanteur pour le peuple israélien et pour ses soldats. Lorsqu'on se plonge dans son enfance, on comprend très vite son patriotisme puisque son père était officier des forces spéciales, des forces de défense israéliennes. Son grand-père paternel était commandant en chef de la police des frontières israéliennes et la famille vivra même sur la base aérienne de Palmachim. Son statut de plus grande pop star d'Israël, son grand cœur et sa large audience de plus d'1 million d'abonnés ne l'empêcheront pas de montrer son soutien aux forces israéliennes sur le terrain, puisque pas plus tard que dimanche dernier, il publie sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle on le voit chanter, accompagné de son guitariste sur une base militaire, entouré de soldats, sourire aux lèvres et avec surtout beaucoup d'espoir dans les yeux. Il a le temps de quelques chansons donner de la force aux soldats israéliens. On peut lire en légende que c'est le plus beau moment qu'il n'ait jamais vécu. En l'espace de quelques heures, la vidéo comptabilise aujourd'hui près de 2 millions de vues. À noter que l'artiste a mobilisé depuis le début des attaques l'entièreté de ses réseaux sociaux puisqu'il publie régulièrement sur le sujet. Il a ainsi partagé les photos des personnes disparues et enlevées par le Hamas. Il a également distribué des courses et est même jusqu'à aller au chevet des victimes. On assiste là à une totale dévotion d'un artiste au grand cœur qui n'hésite pas à utiliser son audience pour rendre aux Israéliens un peu de ce qu'ils lui ont donné depuis de nombreuses années. Preuve en est puisque Omer Adam a également posté dans sa bio Instagram le lien d'un site charidi.com, c'est HARIDY.com, via lequel nous pouvons faire des dons pour venir en aide aux victimes et plus d'1 demi-million d'euros ont déjà été récoltés. Chaque semaine, je vous parle de culture de manière plus légère, mais j'aimerais souligner le fait qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'un artiste. Un artiste peut donner de l'espoir quand il n'y en a plus, il peut donner du courage quand on en manque et il a surtout le pouvoir de donner un peu de repos quand les âmes sont tourmentées. Avec l'engagement de Omer Adam, on a là un exemple frappant de toutes ces choses qui nous prouvent que son talent n'a d'égal que son courage. On est bien d'accord avec vous, Omer Adam n'est pas le seul artiste israélien à montrer tout son soutien à Israël puisque vous avez également fait un tour sur les réseaux sociaux avec Asaf Avidan. Tout à fait Cyrielle, pour resituer un peu Asaf Avidan, c'est un chanteur israélien lui aussi de 43 ans, fils de diplomate. Ses parents travaillaient pour le ministère des Affaires étrangères et en Israël, à l'inverse de Omer Adam, Asaf Avidan ne fait pas partie des grands chanteurs populaires puisqu'il n'écrit pas ses textes en hébreu, mais tout le monde connaît ses tubes, il est admiré pour son succès en Europe notamment et les médias raffolent de lui. Dans ses succès les plus notables, on compte One Day avec près de 300 millions de streams ou encore la chanson Reckoning Sun qui en comptabilise 60 millions. On écoute justement un extrait de One Day. Le 8 octobre dernier, le lendemain des attentats, Asaf Avidan a publié sur son compte Instagram un carré noir suivi d'un message poignant pour afficher son soutien aux victimes. Alors j'ai traduit un petit extrait de son message qui était en anglais à la base. Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu pour des discussions nuancées ou pour des problèmes compliqués, donc j'essaie généralement de garder mes pensées pour moi quand j'ai la possibilité d'avoir une conversation sérieuse avec les gens face à face. Cependant, l'attaque d'hier par les militants du Hamas est une chose que l'on n'a jamais vue. Alors peut-être parce que le Hamas n'a jamais eu autant de succès que celui-ci, ou peut-être juste parce que la violence et la cruauté sont un moyen d'escalade là où la civilité n'est plus. J'ai fait un crop dans le message parce qu'il était très long et je vais vous lire aussi la fin. Cela m'attriste et me désespère. J'aimerais pouvoir dire que la distance rend les choses plus faciles, mais mon cœur se brise quand je vois la violence et l'inhumanité des 2 derniers jours. À ma famille, à mes amis, à ceux qui ont tout perdu, à ceux qui sont piégés dans ce cycle horrible, j'envoie mes condoléances, j'adresse mon amour et ma force et surtout mes prières pour plus de paix à venir. Un message touchant dans lequel il précise qu'il n'a pas pour habitude d'utiliser ses réseaux sociaux pour s'engager, mais on voit bien là qu'il n'a pas pu faire autrement face à l'horreur de la situation. Il a également organisé un concert largement suivi à distance via l'application Zoom dans le but d'offrir un court répit au peuple israélien. À noter que Asaf Avidan sera en tournée jusqu'au 10 janvier, il est actuellement en France, il passera par la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Angleterre ou encore le Canada, entre autres. On a remarqué depuis le début des attaques le silence assourdissant de beaucoup d'artistes. Alors
Alors je crois qu'il est important de remercier et de souligner l'engagement de certains d'entre eux, Omer Adam et Asaf Avidan en fait en partie évidemment, sans oublier également de mentionner les chanteurs Eyal Golan et Ishaï Ribo qui donnent eux aussi de leur énergie et de leur temps, et ça c'est réconfortant. Et j'en profite pour dire que l'Écuge va se mobiliser pour Israël avec un concert jazz samedi 21 octobre à 21h30. Il y aura de nombreux artistes comme Omer Avital, Kerenan, Jonathan Avishai, Jérémy Ababou que j'embrasse, Donald Contomanu ou encore Jonathan Orland et d'autres encore. Venez bien sûr nombreux marquer votre solidarité avec Israël et les Israéliens victimes du terrorisme. Toutes les recettes de ce concert seront versées aux kibbutz qui ont été durement éprouvés par des actes terroristes d'une rare barbarie. Et bien sûr, ce spectacle est en partenariat avec Radio J et le FSJU. Vous pouvez bien sûr prendre vos places sur le site de l'écuge.fr. En parlant de ce réconfort, Alban, j'ai envie quand même de faire une petite digression ensemble en mentionnant le fait que les artistes non juifs peuvent aussi témoigner leur soutien à Israël, et c'est ce que vous avez fait, puisque n'oublions pas qu'avant d'être chroniqueur chez nous, vous êtes surtout chanteur. Vous n'avez pas hésité à chanter en hébreu d'ailleurs à plusieurs reprises sur vos réseaux sociaux en soutien à Israël, ce qui a d'ailleurs suscité des vives réactions. Je crois savoir plus de 320 000 vues en 48 heures et plus de 1200 commentaires et autant de partages. Je vous propose qu'on en écoute un extrait et on en parle juste après. ראיתי כוכבים שמאירים את העולם ועם הזמן נעלמים. Merci Cyrielle de me permettre de prendre la parole suite au retour de cette chanson que j'ai effectivement postée sur mes réseaux en soutien à Israël. Alors oui, je suis non juif effectivement, mais je suis directement concerné par ces horreurs puisqu'avant tout je suis un humain. Alors effectivement les réactions ont été très vives, beaucoup m'ont remercié, j'ai été très touché par les milliers de messages reçus de la part notamment de gens sur place à qui j'ai pu soulager le temps de quelques minutes quelque part leur douleur. Si vous me le permettez, j'aimerais vous lire un message que j'ai reçu de la part d'une jeune femme qui est sur place. Prie, bien sûr. Elle s'appelle Yamit Darmon et elle m'a écrit ceci: j'habite à la frontière de Gaza où il y a eu tout ce massacre. Merci mon Dieu, j'étais chez ma maman ce jour-là, je suis sous les bombes, chez elle, non-stop, dans la peur, avec mes 3 bébés et enceinte. Depuis samedi, je ne mange plus et je ne bois plus, je ne dors plus par le stress. Tu es la première personne qui a réussi à m'apaiser avec la musique et qui a réussi à me faire sourire et reprendre espoir. Merci du fond du cœur. Je suis désolé, quand je lis ce message, je suis un petit peu ému. J'aimerais prendre un instant pour dire à mes collègues artistes ou personnalités non juives notamment que face à l'horreur il n'y a pas de débat. On se doit d'essayer avec les moyens que l'on a d'apporter notre soutien à un peuple en souffrance, car il ne faut pas sous-estimer le pouvoir que l'on a d'apaiser les cœurs. Alors oui, le sujet politique en soi est clivant, on peut avoir peur de s'afficher et ça je le conçois, mais je crois foncièrement que ce n'est pas dans la peur qu'on arrivera à combattre le mal. Beaucoup m'ont reproché d'afficher le drapeau israélien et pas celui de la Palestine. Alors effectivement j'aurais pu les mettre côte à côte car j'ai voulu diffuser avant tout un message de paix, mais ce drapeau israélien que j'arbore sur ma vidéo fait tout simplement écho à l'actualité sanglante et à la langue dans laquelle je m'exprime dans cette chanson. Je mentionne d'ailleurs dans mon post tous les humains, en gros, quelle que soit leur religion ou leurs origines, ce qui ne m'a pas empêché évidemment certains internautes de proférer à mon encontre de nombreuses menaces de mort ou encore de m'accuser de récupération politique à des fins promotionnelles. Ça malheureusement on ne peut pas l'empêcher. Je crois en toute sincérité que mon intention était noble et j'espère empreinte d'humilité. Je n'ai rien calculé, j'ai juste fait ça avec le cœur. Et bien qu'en tant que non-juif, je sois attaché au peuple israélien pour de nombreuses raisons qui me sont personnelles, je suis tout autant attaché au reste de l'humanité, à la paix, à l'amour et à la tolérance. Alors encore une fois, si vous avez un cœur, de la visibilité ou pas, ou encore un talent quelconque, quelle que soit votre religion ou vos origines, donnez un peu de votre humanité. Alors oui, on vous jugera, c'est certain, en vous reprochant peut-être les raisons de votre expression, mais au moins vous aurez fait. Et la seule chose que vous ne pourrez pas vous reprocher, c'est d'avoir essayé de sécher les larmes de ceux qui souffrent. Merci beaucoup Alban Bartoli pour ces mots très forts aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'avoir témoigné et puis pour cette jolie chronique. Merci Alban Bartoli. Vous restez avec nous sur Radio J. On revient juste après le journal de l'info. Radio J. Israël vit des moments dramatiques. Nous ressentons tous le besoin d'agir. Le Keren Hayesod, organisation officielle de collecte pour Israël, a créé un fonds d'urgence pour les victimes du terrorisme. Capable d'intervenir en 48 heures, il permet de répondre immédiatement à leurs besoins, tant sur le plan psychologique que matériel. Trop de vies ont été brisées. Aidons-les à se reconstruire. Faites votre don sur keren-hayesod.fr ou par chèque au 152 avenue de Malakoff, 75 116 Paris.
Ce sont nos enfants qui se battent pour défendre la Terre Sainte, Eretz Israël. Aujourd'hui, nous sommes attaqués. Nous devons nous battre pour gagner. Il n'y a pas d'autre alternative. Nos soldats sont au front, ils ont besoin de vous. Adressez vos dons à 100% La Royale, BP 17 75 921 Paris CEDEX 19. 100% La Royale, 100% La Royale. 06 09 44 31 25. 06 09 44 31 25. Passé de 2 minutes sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani de Belaïch. L'armée israélienne affirme qu'un 3e missile anti-char a été tiré depuis le Liban sur la frontière près du kibboutz Iftar. Plusieurs autres postes militaires le long de la frontière ont été attaqués par des hommes armés selon Tsahal. La localité de Metula, qui est également sous les tirs de missiles anti-char, a été déclarée zone militaire fermée par l'armée israélienne. Les civils sont priés de ne pas s'approcher de la zone et les résidents de Metula ont été priés d'évacuer la zone. Au moins 3 personnes ont été blessées par ces tirs. Plus de 1400 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre. D'après le ministère de la Santé, selon le dernier bilan, 4229 blessés sont recensés pour le moment. Le Hamas diffuse par ailleurs la vidéo d'une otage franco-israélienne de 21 ans. Sur ces images qui ont été diffusées donc hier soir, on voit une jeune femme éveillée et allongée recevant des soins au bras. La légende indique qu'elle a été enlevée au premier jour de l'attaque du Hamas sur le sol israélien. Mi Hachem, c'est son nom, dit être retenue à Gaza, affirmant être bien traitée. En réaction, sa mère a pris la parole dans la matinée. On l'écoute. Hier, je me suis excitée, j'ai crié parce que j'ai vu que ma Mia était en vie. Mais après toute cette émotion, j'ai regardé une nouvelle fois la vidéo. Je vois qu'elle souffre, qu'elle a très peur. Je vois qu'on lui dit quoi dire. Tout ce que je demande aux dirigeants du monde entier, c'est de ramener mon bébé à la maison. Keren, la mère de Mia, franco-israélienne kidnappée par le Hamas ce matin en conférence de presse, et le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a tenu à souligner que cette vidéo ne mettrait pas la guerre en pause. Les autorités israéliennes évoquent leur responsabilité dans l'attaque du 7 octobre. Avant le déclenchement de l'offensive terrestre sur Gaza, le chef d'état-major israélien, le général Herzi Halevi, rappelle que le pays a vu le Hamas lancer une attaque surprise contre Israël dans le but de déstabiliser la souveraineté de la nation. En réponse, Tsahal a mené une campagne sans relâche. Nous avons été durement touchés et nous sommes responsables, a déclaré le général dans un communiqué publié ce matin. Il y a 2 jours, plusieurs ministres du gouvernement Netanyahou ont déclaré de leur côté que l'exécutif portait la responsabilité de la guerre, notamment le ministre des Finances Bezalel Smotrich. À Bruxelles, l'auteur d'un attentat ayant tué 2 personnes a succombé à ses blessures après son arrestation ce matin. 2 citoyens suédois ont été tués et un autre a été grièvement blessé dans la capitale belge hier soir par un homme qui s'est présenté dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux comme un membre de l'organisation État islamique. L'auteur des faits, un Tunisien de 45 ans sans papier, a ensuite fui. Repéré par la police dans la matinée, il a été touché par balle. Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. 21 Français morts et 11 portés disparus en Israël. C'est le dernier bilan du Quai d'Orsay qui vient de tomber. Dans ce contexte, le président français Emmanuel Macron se rendra en Israël dans les prochains jours pour réaffirmer son soutien au pays en pleine guerre. Le président américain Joe Biden sera de son côté demain à Tel Aviv pour échanger avec le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, alors qu'il prévoit d'envoyer 2000 de ses soldats dans le pays. Enfin, l'ancien premier ministre Manuel Valls est aujourd'hui en déplacement en Israël avec une délégation de 10 députés français sur place pendant 3 jours. Il s'agit d'une mission officielle de soutien et de solidarité avec le pays touché par l'attaque du Hamas il y a une dizaine de jours. L'ancien chef du gouvernement arrivé hier à Tel Aviv était au micro de Steve Nadjar il y a quelques minutes. On l'écoute sur cette mission internationale et sur sa rencontre avec les familles d'otages franco-israéliennes. Ce que nous avons entendu et vu hier dépasse l'entendement. Les scènes de massacre, les viols, les décapitations, les enfants brûlés, le fait qu'on passait de maison en maison pour tuer des juifs parce qu'ils étaient juifs, oui, c'est un pogrom. Et aujourd'hui, je vous parle depuis l'hôpital, où nous rencontrons aussi des blessés qui nous racontent comment les choses se sont passées.
Manuel Valls, ancien Premier ministre français en ce moment en Israël au micro de Radio J. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur la page Facebook de Radio J et sur notre site internet. Et merci beaucoup Etanit Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission dans un instant. Restez avec nous sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, émission spéciale 11e jour de guerre en Israël aujourd'hui. Et tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Sandra Zemmour. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Vous êtes une actrice franco-israélienne, chanteuse, dessinatrice et votre famille et vos proches sont en Israël. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est votre émotion aujourd'hui ? Ouais, c'est au-delà des mots. Ouais, c'est l'indicible, des pogroms. Quoi. Des pogroms, donc on croyait y avoir échappé. Mon grand-père était dans les pogroms, il a échappé. On a échappé à la Shoah et voilà. Donc, j'avoue que c'est un déluge d'émotions. Je crois que vous venez de rentrer d'Ukraine. Oui. Vous avez des origines ? Oui, de Roumanie, d'Ukraine, et j'étais visiter Nachman de Bratslav qui m'inspire pour mes chansons et me donne de la force. Donc, je pensais pas qu'en sortant de là, on allait trouver une autre guerre. Votre dernier titre s'intitule Last Call for Love, dernier rappel à l'amour. On est en train de l'entendre. Au départ, un hommage pour l'Ukraine en guerre. Et c'est vrai, on a besoin d'amour aujourd'hui. C'est ce que vous avez envie de dire dans cette chanson. On va l'écouter et puis on en parle juste après. Nous étions en train de parler, de communiquer pendant la chanson et vous me disiez je viens de revenir d'Ukraine et j'ai l'impression finalement qu'on peut peut-être faire un parallèle avec ce qui se passe en Israël ou en Ukraine. Vous étiez avec beaucoup d'Israéliens. Oui, et on a mis 40 heures pour passer à travers les sirènes, les bombardements, les couvre-feux. Pour moi, c'est le déluge mondial. Hein. C'est même, je dirais, une civilisation qui est en train de shaking, de trembler, de s'effondrer. Il y a un lien, c'est général. Qu'est-ce que les Israéliens, j'imagine que vous en avez parlé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Est-ce qu'ils ont l'impression que ce qui se passe en Ukraine, c'est, de manière évidente, on va se dire que c'est ce qui se passe en Israël, mais quel est leur regard ? On n'en est pas au stade de cette analyse, de ce que vous dites. Là, on est plutôt sur le qui-vive tous les jours, savoir comment essayer de mettre un peu de lumière, d'ouvrir une petite fenêtre de lumière dans l'arche.
Justement, peut-être que la fenêtre de lumière dans l'arche, c'est votre art. Il y a cette chanson très forte que l'on va écouter dans un instant, qui est inspirée d'une chanson populaire israélienne qui s'appelle Gesher Tsar Meod, une chanson contre la peur. Vous l'avez écrite d'une autre manière, le pont très étroit de Narrow Bridge. N'ayez pas peur, écoutez cette chanson. Sandra Zemmour que l'on vient d'entendre avec ce titre de Narrow Bridge. Je vois que vous avez des notes en face de vous. Sandra, et quelque chose vous tient à cœur, alors je vous en prie. Je voulais essayer de donner un message d'artiste et de mystique juive inspirée aussi par Nachman, et de dire qu'il faudrait qu'on ouvre un essaye, c'est sûr, d'ouvrir une petite fenêtre de lumière, une lucarne, comme on dit, Tsoar, Taasela, Teva, dans l'arche de Noé, dans le déluge. Essayer d'avoir de l'amour, de la vatrinam vraiment inconditionnel, et de l'unité entre nous, pas seulement en temps de guerre. Merci pour ce que vous dites. Quelque chose d'autre, je le sens. Et voilà, je pense que c'est important, la musique, c'est ce que vous avez fait. La musique, l'art, en effet, vous êtes venue avec plusieurs livres, vous êtes dessinatrice, voilà. En effet, l'art sauve, et j'en reste moi-même la plus persuadée en faisant cette émission au quotidien. C'était de la musique, et ne pas se focaliser sur le négatif, et même dans sa parole, c'est la résistance, la résilience. On va en parler dans un instant. En attendant, on retrouve votre musique sur les plateformes et sur votre site sandrazemmour.com, mais aussi sur Instagram Sandra Zemmour. Merci beaucoup.
d'être venu nous voir, très ému aujourd'hui. Merci d'avoir été notre coup de cœur sur l'antenne de Radio J. La prochaine fois, si Dieu veut, comme on dit, on aura le plaisir de vous entendre chanter. Merci beaucoup, Sandra Zemmour. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et aujourd'hui, on va le faire différemment avec vous, Nathalie Daudrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle et bonjour aux auditeurs. Alors, c'était très important pour moi aujourd'hui de vous faire intervenir déjà sur plusieurs points. On a essayé d'en parler ensemble. Et puis, j'imagine que comme d'ordinaire, certaines choses ressortent de cette émission, des points principaux, même des mots qui sont dits à plusieurs reprises. J'aimerais qu'on parle de ce point commun entre potentiellement les différents témoignages que l'on a pu entendre dans cette émission. Et oui, Cyrielle, il y a dans les intervenants d'aujourd'hui certains aspects qui les rassemblent. Et évidemment, c'est la notion d'espoir, le fait de participer à une action et de s'engager, de s'impliquer pour une cause qui fait sens, qui résonne et qui touche, Alban l'a dit tout à l'heure, toute l'humanité. Évidemment, face à la terreur, et les émotions se réveillent et il y a différents aspects des témoignages, notamment le premier chez Anna Assouline, qui est donc la créatrice de cette association Les Guerrières de la Paix. Elle met au centre l'espoir comme moteur et ça la met en mouvement. Alors c'est un hasard du calendrier un peu malheureux qui fait qu'elle se trouve là-bas pour cette marche et elle est au cœur du terrain. C'était d'ailleurs le sens de son action, aller sur place et être au cœur. Et elle dit effectivement qu'il y a un temps de digestion important et qu'il est nécessaire d'accueillir, de se laisser traverser par ce qui se passe pour ne pas se confondre dans le réel ou l'illusion. Et que donc un peu à la façon d'Aragon, il est important de ne pas ajouter de désordre au désordre du monde. C'est un petit peu ce qui a souligné aussi le coup de cœur musical. Et il y a des mots-clés qui reviennent. Elle dit, Anna souligne qu'il y a comme un sursaut provoqué par cette horreur, par cette terreur. Et ça provoque, l'espère-t-elle, un réveil. Et c'est aussi un mot qu'on retrouve dans le témoignage de l'intervenant Simon Moss tout à l'heure. Il parle il va falloir effectivement que cet effroi qui met en évidence les valeurs qui ne sont pas communes, qui ne sont pas partagées, se réveille des actions. Et ça engendre peut-être un nouveau monde, peut-être une façon différente de se mettre en sécurité. Alors il y a des stratégies dans ce que dit Simon Moss qui sont à mettre en place et qui donneraient comme une colonne vertébrale, comme un appui. Et c'est un peu le point commun. Par exemple, les bénévoles aussi de Keren, elle fait une liste de ce qui va participer à l'effort de guerre, la liste des choses, les premiers besoins qui sont à apporter, à acheter, à envoyer devant l'urgence de la situation. C'est vraiment le point commun des témoignages aujourd'hui, c'est établir des priorités pour passer à l'action, après avoir accueilli la nouvelle de l'atrocité. Et donc ça, c'est vraiment... on peut essayer d'évoquer, voir ce qu'il a dit un petit peu tout à l'heure. Il a parlé du premier point, le soutien financier et matériel. Voilà, l'appel aux dons. Ça, c'est commun à toutes les associations qui se sont exprimées aujourd'hui. Le passage à l'action, bien sûr, mais le soutien moral a été placé en deuxième position par Simon Moss. Donc, évidemment, le soutien moral, émotionnel, l'accueil, ne pas oublier le pouvoir d'un câlin et du réconfort. Et ça, que l'on soit présent physiquement sur place en Israël ou aussi en France, c'est, je dirais, international et de tous âges. La présence du corps réconforte. A contrario, qu'est-ce qui peut séparer tous ces discours ? Exactement. Il y a dans le discours de Simon Moss la liberté d'expression qui est revendiquée et pourtant il parle de ce qui est fait comme pont avec la chaîne Al Jazeera, la chaîne russe, tout ce qui est fait pour séparer et qui clive et qui en même temps ne peut pas apporter de chemin de paix. Voilà, donc il y a cette contribution, cet engagement et ces priorités qui fait sens, évidemment, lorsque l'on ne fait
que le focus sur ce qui sépare. Et voilà, et je pense que dans l'expression de Simon Moss, c'était important de dire, voilà, il y a ce cheval de Troie, cette chaîne de télévision qui se retourne contre nous aujourd'hui. Voilà, à voir comment c'est important de sentir que l'on ne perçoit la situation qu'à travers nos yeux. Et c'est souvent déformé. Le voile des illusions est souvent à lever. Et qu'est-ce qui peut permettre ça ? C'est souvent l'amour, l'engagement, effectivement, et se rassembler, se relier à une cause. Nathalie Daudrieux, je sais que vous avez écouté l'émission d'hier où il y avait cette notion que je n'ai pas pu aborder avec Judith Cohen-Solal, mais qui me tient très à cœur, de la peur. La peur des artistes, la peur de tout à chacun, de s'exprimer, peut-être parfois même de manifester, de fêter, d'aller. J'avais très envie qu'on s'attarde. Oui, c'est une émotion très archaïque, la peur. Effectivement, elle peut provoquer dans le corps du figement, de la sidération, un court-circuit complètement évident. Le système nerveux fonctionne avec des alertes. Et quand il y en a trop, il y a un bug. Et parfois, c'est le figement, les tremblements, vous en avez parlé. Tout à l'heure, quelque chose demande à trembler, mais ça ne peut pas passer par les mots MOTS. Ce sont les mots du corps qui vont être au premier plan. Et parfois, juste accueillir la peur dans le silence, avec une main tendue, un simple contact, peut permettre de traverser cet épisode, qui est un mouvement naturel du corps humain. Et l'ancrage corporel avec justement l'absence de mouvement ou la respiration peut permettre de trouver un passage, parce qu'il est tout simplement évident que ce n'est qu'un passage. On parle de passage pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas encore dans ce passage et dans l'instant, dans la réaction, dans l'émotion. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ? Qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement ? Comment aider les personnes aussi en état de sidération et qui ont besoin d'aide ? Alors, évidemment, c'est très personnel à chacun. La singularité et l'histoire de la personne qui vit cette sidération, ce figement, qui parfois réveille aussi des choses. C'est ça fait remonter, évidemment. Vous le disiez tout à l'heure, le coup de cœur. On croyait qu'on était sorti de ça, et ben non, on y replonge. Donc effectivement, ça va être très singulier, ça va être très personnel. Je crois qu'il est important d'accueillir dans le corps et de ne pas se laisser submerger, de ne pas disparaître, sentir que l'on existe, quel qu'il soit, au travers de ce qui se passe, et de pouvoir demander de l'aide. Alors parfois, les mots, ça n'est pas possible, vous le disiez tout à l'heure, c'est l'indicible, et ça déclenche un déluge. Voilà, ce qui est important, c'est de sentir que c'est un temps qui est à prendre et qui est à respecter, et c'est vraiment propre à chacun. Donc il n'y a pas de « tu dois »,« il faut », c'est vraiment quelque chose de très personnel, et voilà, accepter de demander de l'aide lorsqu'on est submergé, tout simplement, de ne pas rester démuni. Voilà, sentir qu'il peut y avoir des passages d'amour vers tout ça. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup Nathalie Daudrieux. J'ai très envie en avant-première, si je peux dire, qu'on finisse cette émission sur une chanson qui m'a été envoyée ce matin. Une chanson qui s'appelle Tfila, interprétée par anciennement Rojo, l'artiste Isa, qui a pour vocation de renforcer nos soldats, de soutenir notre communauté, portant un message puissant pour nous tous, avec bien sûr d'autres morceaux en préparation, puisque celui-ci fera partie d'un projet de 10 titres enclenché par la directrice artistique et fondatrice de Shelly Chelanou sur Instagram, Shelly Tsipora Dahan, avec bien sûr un objectif: accompagner tout le monde, les jeunes filles, les femmes dans le parcours vers Let's Newt, et puis d'autres personnalités comme Moshe Miara, manager, est aussi à l'initiative avec le Rav Nathanaël Attal. Voilà, beaucoup de personnalités derrière un projet d'envergure, 10 titres qui incarnent symboliquement 10 mélodies de Tikkun Klali, 10 commandements, l'essence du minyan également, avec des instruments choisis, soigneusement sélectionnés en référence au texte sacré, qui inclut les instruments à vent, à cordes et bien d'autres également. Alors voilà, on va écouter cette chanson qui s'intitule Tfila, chantée par l'artiste Isaac sur l'antenne de Radio J, et qui est une reprise musicale d'Orila Lakel. On va écouter cette chanson, et puis moi je vous dis à demain sur l'antenne de Radio J, puisque c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à Anna Assouline et tous les intervenants d'avoir été présents pour cette édition spéciale. Merci à Benjamin Arnaud à la réalisation, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h sur Radio J.
Oh, la la.